Switzer of Syracuse. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis de retour parmi vous pour une autre inspi vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un voyage vers les années 60 et j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'une dame qui a une histoire très inspirante je pense, une dame forte, courageuse, je vais même jusqu'à les dire audacieuse. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon monde, mais avant de commencer la vidéo je t'invite toi qui me regardes à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je posterai à l'avenir. Sur ce, à tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu, si vous me le permettez, bien sûr. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler d'une dame au nom de Catherine Switzer. Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez déjà entendu parler de cette dame, écrivez hashtag 1. Et si vous n'avez jamais entendu parler de cette dame, écrivez hashtag 0. J'attends. Merci. Alors, c'est qui Catherine Switzer? Catherine Switzer est tout simplement une Allemande née dans la ville d'Hamburg le 5 janvier 1947. Elle a vécu à Boston aux États-Unis. Aujourd'hui, elle est âgée de 76 ans. Elle est une coureuse de marathon et elle fut une écrivaine et une commentatrice de télévision américaine. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus connue, pour ne pas dire célèbre, puisqu'elle est la première femme en 1967 à avoir couru le marathon de Boston comme étant la participante enregistrée. Comme trois de ses consoeurs, Roberta Gibb, Mary Lepper, Julia Chase-Brown, elle est une génération de pionnières qui va révolutionner la course au féminin. Maintenant de là, on va se poser la question. On va se demander, mais comment ça se fait qu'elle fut la première femme à avoir couru le marathon de Boston? Est-ce que les femmes n'étaient pas autorisées à courir un marathon? Qu'est-ce qui se passait à cette époque? Il faut savoir qu'auparavant, la course de marathon, même les Jeux Olympiques, n'étaient que consacrés aux hommes. Donc, à cette époque, il était totalement inconcevable qu'une femme puisse courir un marathon. Et vers la fin des années 60, les établissements sportifs et médicaux étaient fortement opposés à l'idée qu'une femme effectue des exercices physiques. Il se disait qu'à cette époque, si une femme venait à effectuer des exercices physiques, ça aurait pu compromettre sa fertilité, transformer le corps d'une femme, encourager l'esprit de compétition. Et même dans le milieu du sport, il se disait que si une femme venait à faire un sport trop intense, son utérus pourrait tomber. Donc de là, les Jeux ne présentaient aucune course féminine de plus de 800 mètres. Quelque chose qui a bien été modifié lors des Jeux de Rome en 1960. Mais avant cela, la seule distance que les femmes pouvaient courir était de 200 mètres. Cependant, elle n'a que 12 ans lorsqu'elle commence à courir. Elle voulait même rejoindre l'équipe de hockey à l'école, mais son père n'était pas vraiment convaincu par cette idée. Du coup, il lui demande de faire ses preuves en courant 2 km par jour, quelque chose qu'elle a pu faire sans difficulté. Bien qu'elle eut fait des études de journalisme à l'université de Syracuse dans l'état de New York, à 19 ans, elle commence à s'entraîner officieusement dans l'équipe masculine du cross-country. Et c'est là où tout va commencer, puisqu'elle fait la rencontre de son entraîneur Arnie Briggs. Il avait 50 ans et il entraînait l'équipe depuis des années. Avant-gardiste, le quinquagénaire était très ravi de voir une jeune femme dans son équipe. Non seulement une femme, mais une femme qui tentait de braver les interdits. Du coup, il apprend sous son et lui raconte des histoires sur des courses mythiques qu'elle adorait entendre, jusqu'à un soir où elle en avait assez. Elle en avait assez de voir cette injustice perdurer, pour ne pas même dire cette discrimination. Elle en avait assez de se limiter sur des superstitions qui se racontaient à longueur de journée sur les femmes et le sport. Elle voulait être la première qui allait ouvrir la voie aux femmes. Et heureusement qu'elle avait un entraîneur qui l'aimait bien. Son entraîneur alors l'encourage de s'inscrire officiellement à la course et lui disait à chaque instant que si elle ne le faisait pas, ça allait être une grosse erreur de sa part. Elle écoute son entraîneur, elle va s'inscrire à la course officiellement et récupère son certificat d'aptitude et le fameux dossard numéro 261. Et c'est le 19 avril 1967, lorsqu'elle porte son dossard numéro 261. Elle est encouragée par les autres participants de la course. Malgré son apparence, elle portait du rouge à lèvres, du maquillage, une serre-tête, un short, un survêtement. Malgré cela, elle n'est pas quand même empêchée de prendre le départ aux côtés de son entraîneur Arnie Briggs
et son compagnon Tom Miller. Les autres coureurs la dévisageaient lorsqu'ils avaient constaté qu'elle portait du rouge à lèvres et lorsqu'ils voyaient qu'elle s'échauffait sur la ligne de départ au milieu d'athlètes exclusivement masculins. Et quelque temps après, elle fait face à un problème puisque pendant la course, elle entend un bruit sec de chaussures qui essaie de se rapprocher derrière elle rapidement, quelque chose qui est inhabituel vu que les chaussures d'athlètes ne font pas ce genre de bruit. Elle se demande mais qu'est-ce qui se passe? Elle essaie de regarder derrière elle et lorsqu'elle regarde derrière elle, elle voit un grand homme qui essaie de l'extraire de la course en la retenant et en s'accrochant sur son dossard et en lui demandant de se tirer de la course et de lui remettre son numéro de dossard. Elle a peur mais elle continue quand même à courir. Le monsieur rate son coup, elle s'échappe, le monsieur essaie encore de la poursuivre, il la poursuit et il s'accroche encore sur son dossard pour essayer de lui arracher son dossard et son entraîneur vient à sa rescousse lorsque son entraîneur essaie de pousser le fou en demandant le monsieur de laisser la jeune femme tranquille. C'est à ce moment-là qu'elle comprend que son entraîneur connaissait ce monsieur-là qui était tout simplement Jock Semple, le directeur de la course de marathon de Boston. Elle se sent terrifiée, elle a peur, elle se dit que peut-être qu'on va l'arrêter, mais elle continue quand même à courir. Jock Semple repousse son entraîneur, continue quand même à poursuivre Catherine Suzer. Il s'accroche à l'arrière du sweatshirt de Catherine Suzer et réussit quand même à déchirer le coin du dossard de Catherine Suzer. Elle se sent piégée, elle a peur et son compagnon Tom Miller vient à sa rescousse lorsqu'il donne un coup de poing à Jock Semple. Jock Semple se retrouve sur le bord de la route. À la minute, elle se demande s'il fallait juste pas arrêter avec toute l'humiliation qu'elle a subie. Mais après un moment, elle se dit que si elle arrêtait, ça aurait pu faire penser aux gens que c'est un coup de publicité et ça aurait donné l'opportunité à ses détracteurs de continuer à dire que les femmes sont incapables de courir un marathon et elle aurait pu rater l'opportunité de changer les choses, changer l'histoire surtout en faveur des femmes. Et c'est grâce à son mental d'acier et à sa détermination qu'elle poursuit quand même son parcours. Elle achève la course avec un temps d'environ 4h20 et bien évidemment le lendemain, les photos de l'incident font les unes des journaux, les plus gros titres dans le monde entier. Malheureusement, elle est disqualifiée et suspendue par la Fédération américaine d'athlétisme qui interdisait aux femmes de faire des courses sur la route. Mais Catherine Suzer ne se laisse pas faire. Elle va jusqu'à militer pour que l'association d'athlétisme de Boston permette aux femmes de courir un marathon et pour qu'un marathon féminin puisse figurer au programme des Jeux Olympiques. Sa participation au marathon de Boston en 1967 va être un point de convergence qui va prouver que non seulement les femmes pouvaient participer à un sport exigeant, mais y exceller par leur caractère. Finalement, elle réussit son coup, elle réussit son combat. Le marathon de Boston est officiellement ouvert aux femmes en 1972, où Catherine Suzer termine à la 3e place chez les femmes. C'est depuis le marathon de Boston en 1967 que Catherine Suzer accomplit 47 autres marathons. Elle remporte le marathon de New York City en 1974, termine le marathon de Boston en seulement 2h52. Au début des années 80, elle va même à créer sa propre association au nom de Levant International Running Circuit qui va permettre aux femmes de participer à des marathons dans 27 pays et qui va aussi contribuer à faire du marathon féminin une épreuve officielle aux Jeux Olympiques en 1984. Et c'est en 2017, après avoir une carrière brillante dans l'athlétisme, qu'elle se tourne vers le marketing du sport et de la radio. Elle va même à créer sa propre communauté de running nommée 261 Fearless, une organisation à but non lucratif sponsorisée par Adidas qui utilise la course à pied comme un moyen d'émancipation et d'union des femmes. Aujourd'hui, le marathon a fait un long chemin chez les femmes et il faut savoir que plus personne ne peut porter le numéro 261 vu qu'elle fait partie de l'histoire de Boston. Officiellement, la participation du marathon est passée de 11% en 1984 et a grimpé de 45% aujourd'hui aux États-Unis. Selon le Women's Running, la participation mondiale du marathon féminin est de 34,82%. Au-delà de tout ça, Catherine Suzer aujourd'hui est l'une des sources d'inspiration pour beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes qui veulent intégrer le monde de l'athlétisme et peut-être elle deviendra une source d'inspiration pour toi aussi qui me regarde. Comme tant d'autres femmes athlètes qu'on connaît,
comme Jasmine Paris, Laura Muir, Gina Asher-Smith, Caster Semenya, Sophie Power. Toutes ces femmes-là n'ont pas perdu leur féminité, mais elles n'ont pas eu peur d'oser, elles n'ont pas eu peur de choquer, mais surtout n'ont pas eu peur de faire ce qu'elles aiment faire. Alors toi qui me regardes là, rassure-toi, je me parle aussi à moi en fait. Si Catherine Suzer a pu changer les choses, si Catherine Suzer a pu contourner les obstacles, cela veut dire que toi et moi nous sommes capables de changer l'histoire. Cela veut dire que toi et moi nous sommes capables de changer même le système, on ne sait jamais. Tout se passe dans la tête, ce n'est pas de la magie, tout se passe ici, dans la tête. Alors comme tout se passe dans la tête, je vous annonce que c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo du début à la fin. Likez s'il vous plaît si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous. Si vous aimez mon contenu, abonnez-vous. Ne regardez pas juste, mais abonnez-vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.